Christopher, bonjour. Merci d'avoir Bonjour, accepté notre invitation. avec plaisir. On va d'abord parler de Christopher Walembo, le joueur, l'ancien joueur désormais. Depuis ton départ de l'Académica Coimbra en 2016, on n'a pas vraiment eu de nouvelles de toi jusqu'en 2018, jusqu'à ce qu'on apprenne que tu as intégré le staff des U23. À quel moment tu as décidé que toi et le football en tant que joueur, c'était terminé? Ça a été un divorce forcé, hein. Ça n'a pas été une volonté. C'était pas vraiment ce que j'avais en projection. J'ai été victime d'une très très grave blessure au genou gauche. Donc je me suis cassé le cartilage du genou, qui est très très important pour la maîtrise d'appui. Donc en plus je me suis cassé le cartilage dans une zone où il est impossible de faire une greffe. La seule zone du genou d'ailleurs. Donc ça m'a contraint à arrêter ma carrière très rapidement parce que j'ai eu un trou de 11 mm. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je ressens parfois des petites douleurs. Donc ça veut dire que c'est pas totalement cicatrisé. Effectivement, j'ai pas fait de communiqué par rapport à ça parce que j'estimais que le football, on n'arrête jamais vraiment. Il y a toujours des moments où on va jouer un peu par-ci, par-là. La carrière professionnelle, effectivement, sur le terrain, elle s'achève, mais il y avait d'autres projets par la suite. Pardon. Et justement, comment s'est effectuée ta transition de l'autre côté du terrain? Est-ce que être coach après ta carrière, c'est quelque chose que tu avais toujours voulu? Non, sincèrement, je n'avais pas du tout en projection de devenir coach. Ça ne m'intéressait pas trop en fait. Après, c'est vrai qu'il y a eu un déclic lorsque je jouais au Portugal, en D1. J'étais capitaine là-bas à Coimbra. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit un jour, tu seras un très très bon coach. Je n'ai jamais cru. Et c'est tombé dessus, ça m'est tombé dessus, hein. C'est-à-dire que quand j'ai terminé ma carrière, il y a la Ligue de Paris, donc la fédération française, qui est venue me récupérer pour me faire passer des formations d'entraîneur. Je suis arrivé jusqu'à l'UFA Pro, l'UFA A, pardon. L'UFA Pro n'y est pas encore, l'UFA A. Et donc, ça m'a permis d'avoir un diplôme qui est très intéressant. Ensuite, je me suis naturellement projeté vers un rôle d'éducateur au départ pour ensuite devenir entraîneur. Et ta nomination avec l'U23, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as approché la fédération ou est-ce que c'est l'inverse? Comment ça s'est déroulé? Alors moi, au moment où j'étais en phase de valider mon diplôme UFAA, j'ai pris un rendez-vous avec le président Constant Marie pour lui présenter justement cette nouvelle. C'est pas évident, hein, de savoir qu'on a un entraîneur, un joueur qui devient entraîneur. On ne sait pas toujours ce qui se passe. Donc moi, j'ai tenu par respect à lui annoncer cela en disant que je suis maintenant diplômé UFAA, je suis entraîneur, je devais, en devenir, hein, entraîneur en devenir. Donc l'idée, c'était de proposer au départ au Congo, sachant que je suis congolais, et non pas aller ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sirènes, hein, j'ai eu beaucoup d'appels jusqu'à aujourd'hui encore, parce que Dieu merci, j'ai eu aussi le passé de joueur qui fait que ça peut apporter une plus-value dans le rôle d'éducateur et d'entraîneur. Et donc j'ai tenu quand même à commencer par le Congo, parce que c'est là où justement j'ai exercé en tant que joueur. Pour moi, c'était simplement par respect, et surtout le faire en bonne et due forme. Donc j'ai vu le président Omari qui m'a dit que c'était une très très bonne nouvelle, que justement ça allait être très intéressant. Et par la suite, les choses se sont fait naturellement. Le coach Christian Tsengui DTN maintenant aujourd'hui m'a contacté pour me proposer le staff. Donc je pense qu'il a eu aussi un entretien avec Ereta Ilonga au préalable, qui a facilité un peu les choses et aussi au final ça s'est mis en place. Et le coach Sengi et toi, vous vous êtes retrouvés en face d'un mur à bâtir parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui était en place à ce moment-là dans cette catégorie. Dans l'immédiat, juste après ta nomination, quel a été ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as essayé de contacter des binationaux? Comment ça s'est passé? Alors juste après ma nomination, ce qui a été intéressant, c'est d'abord définir les rôles effectivement. Donc le coach Nsengi m'a clairement dit qu'il fallait que je sois responsable de tous les joueurs qui évoluent hors Congo. Donc tous les Européens, les Américains, ceux qui sont peut-être aussi en Afrique, en Égypte, ce qui est le cas de Shadrach Muzungu, ceux qui sont aussi parfois en Océanie, si on avait été en Australie, etc. Je devais vraiment faire un travail de sable sur toute la région hors Congo. Et j'étais le numéro 2, donc et le numéro 3 était Guy Boukassa, qui lui s'occupait des locaux. Donc on avait vraiment des tâches définies. Je devais lui proposer des joueurs, une liste de joueurs par rapport à son projet de jeu. Parce qu'il y avait une cohérence, hein. C'est-à-dire que là, on ne sait pas prendre tous les joueurs, avoir de très bons joueurs et ensuite les empiler et se dire que
Voilà, on joue comment, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'était vraiment partir du projet, du plan du jeu du coach et bâtir en fonction de ça. Trouver des profils qui vont correspondre à ce qu'on voudra voir sur le terrain. C'était ça le plus important au départ. Donc, ça a été un travail qui a été méticuleux, qui a été vraiment réalisé avec précision. Il fallait trouver des profils qui soient vraiment en accord avec ce qu'on voulait voir, encore une fois, dans les principes de jeu, dans les phases de jeu, dans tout ce qu'on allait mettre en place sur le terrain. Et effectivement, j'ai travaillé aussi avec vos petits frères hein, des médias qui m'ont proposé parfois des joueurs que j'ai pu avoir à sélectionner. Ça m'a facilité un petit peu la tâche. Mais on a eu quand même un gros rôle. On s'est déplacé, on a été voir, on a été chercher. Ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup à construire, quasiment tout à refaire. Mais ça a été passionnant et intéressant. C'est-à-dire que là, on a bâti, on s'est créé une banque de joueurs qu'on va pouvoir développer à l'avenir. Et est-ce que vous aviez contacté certains joueurs qui ont souhaité temporiser ou qui n'ont tout simplement pas souhaité répondre à l'appel? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est l'éternel problème. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs évoluant en Europe pensent que le Congo, la RDC, est un choix par défaut. On n'a plus le choix, on ne peut plus aller en Europe. On vient au Congo parce qu'il y a Bires que ça. On a envie de redonner des couleurs à sa carrière et avoir un peu plus d'opportunités par-ci par-là. Donc on vient au Congo, on vient se voir sur la scène internationale parce qu'il faut savoir qu'il y a le statut amateur, semi-pro, professionnel, la majeure partie des joueurs, et international. C'est au-dessus. Peu importe la sélection où vous jouez. Le Congo est un grand pays, vous pouvez avoir un petit pays, mais vous êtes dans les 11 qui représentent tout le pays. C'est-à-dire que si on part du Congo où il y a plus de 80 millions de Congolais, je crois juste au Congo et ensuite la diaspora un peu plus, imaginez-vous que vous faites partie des 23. Donc vous avez dans votre sac à dos presque 4 millions de Congolais. Au final, il faut comprendre que quand vous venez en équipe nationale, vous ne jouez pas pour vous en fait. Vous jouez pour tous les Congolais qui représentent ce pays. Vous êtes des ambassadeurs. Donc vous ne pouvez pas tergiverser. C'est oui ou non. Et nous, quand on fait notre sélection, c'est un des critères les plus importants. Il y a le terrain, d'accord? Il y a la performance, bien sûr. Il y a la cohésion, savoir si le joueur ne va pas faire exploser le groupe de par son comportement. Et il y a le principe de s'il a envie de venir ou pas. Il est hors de question de courir après un joueur qui n'a pas envie de venir. C'est impossible. Ça en U23, ça n'existait pas. Vous pouvez être le meilleur joueur sur le terrain. Si vous n'avez pas l'envie de défendre le drapeau, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'au final, même nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour le Congo. Et tous ceux qui étaient là, tout ça dans le staff, administratif, technique, nous sommes tous de passage. Le Congo va rester. Ça veut dire que ceux qui vont écrire les lignes du Congo doivent vouloir venir. Et ça, c'était une des premières choses. Et effectivement, on a eu un cas qui nous a quand même assez embêté, surtout moi, parce que je me suis porté garant auprès du coach. C'était le cas de Mampala Manasseh Everton, un jeune. Donc, je m'entretiens avec lui, pas de problème. L'agent, oui, super. Qui me propose encore d'autres joueurs aussi. Pas de souci. Et au moment, oui, coach, il n'y a pas de problème, envoyez la convoque. J'envoie la convoque. Et après ça, je reçois une lettre, oui, on va attendre un peu, on ne sait pas, on prend le temps, parce que là, pour le club, ceci, cela, mais on va revenir, quoi qu'il arrive, les Congolais. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais avec le coach Nsengui, on s'est dit, c'est terminé maintenant. On s'était déjà assuré hein, un maximum. Lui nous avait dit oui au départ. Et ensuite, une fois qu'on envoie la lettre, plus de réponse. Même de l'agent, plus personne. On en a déduit qu'en fait, ils se sont servis de cette lettre pour aller faire peut-être de la surenchère derrière. Regardez l'Angleterre. On a reçu une lettre du Congo, vous dites quoi? Regardez mon club. On a reçu une lettre du Congo. Est-ce qu'on peut signer pro? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est terminé. En tout cas, nous, on est venu avec une nouvelle dynamique. Ce qu'on a mis en place, c'était ça. C'était revaloriser le Congo, remettre le Congo à sa place, pour éviter que les gens puissent toujours blaguer, que ce soit le désordre. Il faut bien commencer quelque part. Et on a commencé, nous, avec les 23, par rapport à ça. Donc tu parlais d'un jeune d'Everton. Est-ce que tu as aussi essayé de contacter Baningime, dont beaucoup de fans parlaient, qui est prêté à Wigan actuellement, mais qui aussi joue à Everton, qui est sous contrat avec Everton? Non, mais effectivement, il était dans notre base de données. C'était en cours. Il a fallu qu'on puisse... Enfin, on était en projet pour pouvoir le contacter. Il faut savoir que tout ce qu'on a fait, c'était avec cohérence. D'accord? C'est-à-dire qu'on est parti au début, le premier match, c'était contre le Rwanda. Effectivement, contre le Rwanda, amener des jeunes d'Europe pour leur première sélection au vu
du contexte politique, ça aurait pu être compliqué. Il y en avait que 2 qui venaient d'Europe. Balongo, qui était déjà habitué, qui avait déjà joué avec les 20, et Edo Kayembe, qui vient déjà au départ du Congo. Donc c'était cohérent. L'idée, c'était que nous l'avons déjà préparé en amont, avant même le match du Rwanda, sur tous les binationaux qui allaient venir en mars. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a réalisé en février ou janvier, on a commencé à chercher. Non, c'était déjà fait en amont. Depuis mai 2018, on travaillait déjà sur ce qui allait se passer en novembre, pour vous dire. C'était vraiment quelque chose qu'on a préparé et préparé. Donc, en mars, on ramène d'autres personnes, d'autres joueurs qui viennent, des jeunes. Et il était question justement qu'en juin, nous puissions avoir ces joueurs-là, dont ce joueur-là, dont un autre qui joue aussi en Écosse, avec Youssouf Mumbu à Kilmarnock, dont aussi un autre que tout le monde connaît, Wamangi Toka, avec qui j'étais en étroite collaboration avec son tuteur. C'était sur le point de se faire, on attendait un problème administratif qu'il fallait régler. Mais c'était vraiment un groupe intéressant. Il y a Marc Bola aussi qui a été élu là à Blackpool. Pardon. Il devait déjà venir, lui, en mars. Il était blessé. Donc, il n'est pas venu. Il a envoyé la lettre de Blackpool en bonne et due forme. Top. Le service médical a envoyé ce qu'il fallait. Il n'y a pas de souci. Et il devait revenir en juin. Il y a aussi Quentin Bénat de Niort qui devait venir avec nous, qui a eu un problème aussi au niveau d'une blessure et qui devait être avec nous en juin. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on a construit, qu'on n'a pas improvisé, on n'a pas empilé des talents, parce que des talents, il y en a énormément. Le Congo, je pense qu'en équipe nationale, même en France, dans toutes les équipes de jeunes, il y a au moins 4 ou 5 Congolais. Moi, j'ai les U14 de la Ligue, j'en ai 5 sur 16. Donc c'est extraordinaire. En France, il y en a partout. Par contre, il faut être cohérent dans ce qu'on propose. Si on veut que l'équipe joue en équipe, il faut créer une équipe. Et pour créer une équipe, ça n'a jamais été en empilant des joueurs. On prend même l'exemple avec Deschamps. Tout le monde critique Deschamps. Il ne joue pas bien, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il a réussi à créer quelque chose. 2016, finaliste. 2018, vainqueur. Il aurait pu prendre tous les meilleurs joueurs de France. S'il n'avait pas gagné, vous l'aurez dit quoi? Je ne pense pas que vous auriez été content. Il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fallu. Donc c'est exactement ce que nous on a voulu faire. On a voulu créer une synergie, une équipe qui puisse jouer en équipe, qui vive bien. Donc rentrer dans une cohésion sociale et non pas une cohésion opératoire. Cohésion opératoire, c'est on est beaucoup de joueurs, on ne se calcule pas trop, on est là pour un objectif, on se voit à l'entraînement en match, on y va. Non, on a voulu créer une cohésion sociale, bien vivre ensemble, vraiment resserrer les liens pour que sur le terrain ça se ressente. Et je pense que tous les Congolais l'ont ressenti sur le terrain. Donc avec cette alchimie que vous avez réussi à créer, vous parvenez à battre le Rwanda, éliminer le Maroc sur le terrain, chose pour laquelle on vous félicite encore. La suite, on la connaît, on ne va pas forcément revenir dessus, mais on va plutôt s'intéresser à l'après. Sachant que vous êtes suspendu, le projet a dû prendre un coup. Est-ce que, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a toujours un projet? Oui, bien sûr, il y a toujours un projet. Il faut savoir que ce qui s'est passé là, Rwanda, Maroc, ce n'était que le début. Le début d'une très longue aventure. Le début d'un autre début, parce que c'est la suite d'un autre début qui a commencé déjà avant. Christian Tsengui, il a commencé depuis très longtemps. Là, c'était un renouveau, un nouveau départ. Donc on repartait encore sur quelque chose de différent, parce qu'effectivement, le football, c'est un mouvement. Hein. C'est tout le temps, il n'y a pas de vérité. On l'a encore vu là avec la Ligue des Champions. Je pense que ça a surpris tout le monde. Il y a beaucoup de moi, personnellement, j'ai dû déconstruire et reconstruire. Donc là, c'est la même chose avec le U23. C'est une nouvelle génération qui est totalement différente d'une génération qui est déjà très forte avec Loa, Hereta, Ilunga et tout. C'est pour dire qu'on est tout le temps en mouvement, on doit tout le temps se réadapter, se réajuster. Effectivement, le coach Nsengui, il a voulu aussi avoir des adjoints qui soient dans cette vague-là de jeunesse, de ce qui se passe actuellement. C'est peut-être pour ça que nous, la relation qu'on a avec les jeunes aussi est très bien passée. Et jusqu'à aujourd'hui, on maintient cette relation pour l'après. Il ne faut pas croire que maintenant qu'on est sorti contre le Maroc, tout s'arrête. Non, tout commence, j'ai envie de dire. Imaginez-vous qu'on serait sorti en perdant contre eux, en jouant bien pareil. Ça s'est joué à 2 buts. Hein. Là-bas, à Rabat, on prend deux autres buts. On perd 3-0. On n'est pas éliminé, on n'est pas qualifié. Tout le monde nous applaudit parce qu'on a été bon. On a mérité. On ne s'arrête pas là. On continue. Donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir mettre des matchs pendant les dates FIFA. Entretenir ce groupe. Essayer de faire des matchs amicaux contre des sélections respectables. Avoir des résultats. Se rassurer. Et rassurer aussi au-dessus. Parce que l'idée, c'est que cette génération-là puisse monter au-dessus. La génération qu'on a en A aujourd'hui, très bonne génération, mais en 2022, pour la Coupe du Monde, quasiment tous trentenaires. Ça veut dire que si
on doit attendre que ces joueurs-là ont 30 ans ou 35 ans pour préparer d'autres joueurs, ça risque d'être compliqué. Si on intègre petit à petit et qu'on se rend compte qu'il y a un noyau de 12, 14 joueurs de cette génération U23-là, qui a, je pense, rempli les lignes de ce qu'on aurait pu leur demander, eh ben, ça serait intéressant de pouvoir les intégrer petit à petit et de se dire que cette génération-là sera la suivante sur les A, à mon avis. Après, il faudra voir, effectivement, il y aura toujours des gens qui arriveront après, qui étaient soit indécis ou pas, ou alors qui n'étaient pas au courant, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que je ne sais pas ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Congo aujourd'hui, dans le football. Mais justement, pour garder cette cohésion sociale-là dont tu parlais, il y a plusieurs binationaux qui avaient opté pour les RDC. On pense à Balikwisha, on pense à Nelson Balongo, à Ofer Mandanda. Comment est-ce que tu comptes, après cette affaire-là, les convaincre de rester avec le Congo? La vérité, c'est que j'ai même pas besoin de les convaincre. Et pour tout dire, ils sont même pas démotivés. Ils sont encore plus motivés parce qu'ils se disent que maintenant, l'échéance, c'est les A. Donc, c'est qui tout double? Soit ils continuent encore à pleurer leur sort, on continue encore à pleurer notre sort, soit on se dit, ok, au lieu de trouver des coupables, on va chercher des solutions. Ça, c'est une mentalité, encore une fois. C'est une mentalité. Dès qu'il y a un problème, il y en a qui vont chercher des coupables, il y en a d'autres qui vont trouver des solutions. Et quand tu trouves des solutions, tu mises sur le positif. C'est jamais évident, hein, mais il faut miser au maximum sur le positif. Et ces jeunes-là sont extrêmement positifs. Balikwisha, quand il vient, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Nous, on le connaissait depuis déjà. C'est Christian Tsengé qui l'avait identifié en Belgique. Il m'a dit, Chris, lui, c'est un poison. Il doit être avec nous. J'ai dit, ok, coach. J'observe. J'ai observé. J'ai dit, coach, de toute façon, c'est toi le chef. Mais de ce que j'ai vu là, effectivement, il a intérêt à venir. Est-ce qu'il a envie? Il m'a dit, mais il a envie. Il est venu. Et quand on parlait avec William Balikwisha là-bas, il me disait, coach, sincèrement, ce que j'ai vécu là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Tous ceux qui sont en Belgique, quand on est en Belgique, on est décalé de tout ça. Mais moi, William, j'ai voulu voir de mes propres yeux. Pas écouter les gens qui disent oui, ceci, cela. Non, voir de mes propres yeux. J'ai dit, William, t'as quel âge? 97. T'es né en 97? D'accord. Moi, je suis né en 87, coach. Donc, je suis né 10 ans avant toi. Moi, à ton âge, j'étais déjà à Marbella. J'avais déjà fait avec les A. C'était pas comme maintenant. On n'avait pas Internet. On n'avait pas Snapchat. On n'avait pas Instagram pour voir comment ça se fonctionne là-bas. Nous sommes partis, parfois, à l'encontre de la volonté de nos parents pour venir en équipe nationale. C'était très souvent nos parents qui disaient « Non, mais tu vas aller là-bas, si tu as une blessure, etc. On ne voit rien, on ne sait pas comment ça se passe. » On a dit « Non, nous, on va avec le cœur, on va défendre le drapeau ensemble. » Nous avons été patriotiques. Nous n'avons même pas eu besoin d'être motivés. Kisaki pourra vous dire, il était à la base aussi de ce projet-là. C'est pour dire, tout simplement, que soit on a envie, soit on n'a pas envie. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de bon moment, si ce n'est que maintenant. Ça n'existe pas, le bon moment. Si dans votre vie, vous attendez toujours le bon moment, il ne viendra jamais. Il ne vient jamais. Donc, si vous êtes prêt, vous avez envie, vous y allez et on voit ce qui se passe. Et William, au final, il m'a dit, coach, je ne vous cache pas aujourd'hui, en Belgique, tout le monde m'appelle. Oh, je crois que je vais venir. Hein. Mais il a dit, mais qui va vous prendre? Est-ce qu'on vous a déjà appelé? C'est vous qui allez venir maintenant, vous dites? C'est terminé ça. Même en 23 déjà, on est parti dans une discipline de... Les gars, on vient jouer pour le drapeau. Ceux qui ne sont pas dans cette ligne, vous n'avez pas votre place. Donc, toi qui es un ancien Ayaya maintenant, tu as eu ta première sélection en 2008, donc au moment de la génération Marbella que tu as évoqué tout à l'heure. Tu as aussi connu la génération Moulungue avec la CAN 2015. Et là, maintenant que tu as pu côtoyer la jeunesse, comment tu jugerais le niveau des jeunes Congolais? Est-ce qu'on a de quoi espérer pour l'avenir? Oui, largement. Largement parce que les jeunes sont passionnés. Nous l'étions aussi avant, mais en plus d'être passionnés, ils ont aussi la visibilité. Ils ont le principe d'être exposés très vite, très tôt. Nous, c'était dur. Hein. À l'époque, quand on jouait, même si on était très bon, il fallait attendre d'arriver en équipe senior A pour pouvoir vraiment avoir de la visibilité. Il y a encore, à l'époque, il fallait jouer 15 matchs en pro pour espérer avoir un contrat. Aujourd'hui, tu joues la Youth League, tu es directement signé. Hein. Tu es pro parce qu'on t'a vu à 18 ans à la télé. Donc, il y a 2-3 clubs qui veulent te signer. Donc, le club entend ça, paf, ils te font signer directement, ils te prêtent là. Nous, c'était très dur avant.
Donc effectivement, les jeunes d'aujourd'hui ont une meilleure valeur marchande, sont plus estimés, j'ai envie de dire, ils sont plus mis à leur place. Aujourd'hui, on est en train de voir le réel talent des Congolais. On est en train de nous respecter. Avant, il y avait, oui, les Congolais sont jamais sérieux, ceci, cela, c'est en train de changer. Je pense que tout le monde voit aujourd'hui que ça commence à se structurer, il commence à se passer quelque chose. L'avenir, on peut miser dessus. On peut miser dessus parce que le DTN, Christian Tsengui, est en train de préparer un programme très, très, très intéressant. Il est méticuleux lui aussi dans ce qu'il fait. Et là, entre les 17, bon le 15 d'abord, 15, 17, 20, 23, A, il y aura des étapes à franchir. Et il y aura un lien, il y aura du lien entre chaque catégorie. C'est plus chaque staff travaille de son côté, etc. Terminé. On ne pourra pas avancer. On va aller dans quelque chose de progressif, de relationnel, pour essayer d'arriver vers quelque chose de performant. Arriver dans un système où on se dit, ok, là on a été efficace. Ce petit qui a commencé à 15 ans, 6 ans après, il peut déjà faire la chaîne. C'est vraiment ça le principe de développer au Congo, parce qu'au Congo, il y a beaucoup de talent. Et nous, on est vraiment, vraiment, vraiment axé sur ça, sur les produits congolais. Et les binationaux qui, eux, n'ont pas forcément choisi de vivre en Europe, mais qui ont envie de jouer pour le Congo, qui sont congolais, qu'il faut considérer à 100% comme congolais. Eux aussi, c'est important de pouvoir les valoriser, les identifier et de mettre ça ensemble pour arriver vers quelque chose d'important. Mais sincèrement, l'avenir, moi à mon avis, l'avenir va être très intéressant. Et désormais, donc la fameuse question, qu'est-ce qui manque selon toi au Congo pour devenir une nation forte à l'échelle continentale et même mondiale? Parce que le potentiel, on l'a apparemment, on a un réservoir de talent. Donc qu'est-ce qui manque selon toi? Les résultats. Malheureusement, le football qui compte, c'est le football de performance. La formation, c'est très bien. Très très bien. Formation, il faut. Il faut arriver sur un terrain en ayant progressé, en ayant appris le maximum de choses. Alors effectivement, quand on demande à un joueur en formation de travailler, c'est on ne s'appuie pas sur ce qu'il sait faire. On lui dit, ce que tu sais faire, c'est bien, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu sais le moins bien faire. Pour que tu puisses un jour agrandir ton champ de compétences et quand tu rentres sur un terrain de football, tu sois capable de faire ce que tu veux. Pied droit, pied gauche, vient là, tête, pas de problème. Mais le football qui compte, c'est le football de performance. Demain, si la RDC gagne 2 cannes, c'est déjà autre chose. On ne vous regarde plus pareil. On ne vous regarde plus pareil. Ça veut dire que les résultats parleront pour le reste. On est tous d'accord pour dire que la génération d'aujourd'hui, top joueur. L'autre, il joue là, tac, tac, super. On a des buteurs, on a des joueurs qui sont intéressants et tout. Mais, il y a le mais. Super, vous êtes super. Très bon joueur. Vous avez gagné quoi? Voilà. C'est comme dire, moi j'ai un phénomène, un super joueur, il est trop fort, un attaquant, pied droit, pied gauche, il dribble, il élimine. Oh, super joueur, d'accord, très bien. Il a marqué combien de buts? C'est pas pareil de dire qu'il a marqué 5 buts ou alors il a marqué 20 buts à la fin de la saison. C'est pas la même chose. Et le football qui compte, c'est le football de résultat. Tant que tu ne gagnes pas, tu pourras dire ce que tu veux. Tu ne seras pas crédible, malheureusement. Donc avec ces U23, vous avez eu ces résultats-là et beaucoup de Congolais se posent la question, pourquoi après la décision de la CAF, la FECOFA n'a pas fait appel, justement? Alors ça, c'est vrai que ça résulte de l'ordre de l'administratif. Donc nous, staff technique, nous sommes terrain. Nous refusons, entre guillemets, en tout cas, nous n'aimons pas que les gens de l'administratif interviennent, interagissent sur la technique, sur les choix terrain. Donc nous, de même, nous ne voulons pas interagir sur ce qui est administratif. Donc effectivement, on fait des choix par rapport à des critères sportifs. Tout ce qui se passe de l'administratif, pour nous, on considère que c'est déjà bien géré. Donc, la disqualification, pour faire rapidement la passerelle, je pense qu'il faut voir le côté positif. Et aujourd'hui, le côté positif est, d'une part, que ce qui est passé est passé. On ne reviendra plus dessus. Nous sommes disqualifiés. Il faut trouver des solutions maintenant. La deuxième chose, c'est que si nous avions fait appel, comme dans toute fédération, quand on fait appel, il faut savoir que si vous faites appel, vous déplacez donc tout un organisme, toute une organisation pour réunir un conseil et gérer une situation, si vous êtes en tort ou si vous n'avez pas forcément les bons éléments ou il y a des gens en face de vous qui sont plus puissants, vous risquez le double, voire le triple en termes d'amende et de sanctions.
Donc ça, c'est dangereux. La sagesse aujourd'hui, à mon avis, a été que si la fédération n'a pas fait appel, peut-être que nous pourrons avoir une clémence de la CAF et pourquoi pas jouer les prochains JO, la prochaine CAN. Ça peut être intéressant pour le coup. S'il faut en tirer quelque chose de positif de cette disqualification, c'est peut-être ça. Et aussi le fait qu'on a une génération qui va rester en place, qu'on va faire jouer sur toutes les dates FIFA, qu'on va essayer de faire jouer sur toutes les dates FIFA. Donc nous allons aller vers la fédération en leur disant, c'est vrai, on a été disqualifié, il y a eu une erreur. L'erreur est humaine. On ne va pas chercher de coupable. On va trouver des solutions. Les solutions que nous avons, c'est mettez-nous des matchs sur toutes les dates FIFA. Nous allons garder cette génération. Nous allons la faire évoluer. Nous allons la préparer pour les A. La seule chose que nous n'aurons pas, c'est les JO. Tout le reste, ce sera la même chose. Et on voit si on arrive à trouver des solutions, un arrangement. Et si on tend vers ça, effectivement, je pense que beaucoup de gens seront soulagés par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait plus sens. Et on te sent très investi dans cette mission. Et toi, personnellement, est-ce que tu te vois continuer avec le pays ou faire le grand saut justement vers une équipe européenne à long terme? Bah, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de sollicitations déjà. J'ai déjà eu beaucoup de sollicitations, même de d'autres fédérations et d'autres équipes nationales, pour vous dire. Il y a des DTN qui m'ont approché, qui m'ont dit que dans 2 ans, je te passe l'équipe de la fédération. J'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai. Moi, j'estime que je suis congolais, hein. Donc, dès qu'on entend une fois le debout congolais et qu'on met la main sur le cœur, là, c'est difficile d'aller ailleurs. C'est très dur. J'irai si on veut plus de moi. Si le Congo ne veut plus de moi, effectivement, il faudra penser à manger. Mais tant que le Congo m'ouvrira ses bras, sincèrement, je ne bouge pas. Alors, on peut dire plein de choses, hein. Les conditions, c'est toujours le Congo, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Si on écoute les gens, on ne fait rien. Si on voit que ce qui ne fonctionne pas, effectivement, ça va être difficile d'avancer dans la vie en général, hein. Parce que rien n'est jamais tout beau, rien n'est jamais tout rose. Et ça, on le sait, hein. Même pour ceux qui sont les plus aisés dans ce monde entier, un rhume, c'est un rhume, hein. Pour vous dire que si vous regardez toujours le bon côté des choses, vous pouvez faire avancer les choses. Moi, j'ai envie aujourd'hui de participer à ça. C'est pas parce que j'en ai forcément le besoin économique, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment quelque chose où je me dis non, il faut que j'aille là-bas, sinon Mpiaka, c'est dur. Non, c'est pas ça. C'est avec le cœur, faire les choses avec le cœur. Si moi je fais une chose, si c'est avec le cœur, je le fais, sinon je ne fais pas du tout. Si vous ne me voyez pas quelque part, c'est que j'ai pas envie de le faire. Si je le fais, si vous me voyez, c'est que j'ai envie de le faire. Au-delà de tout ce qui est économique ou tout ce que vous voulez. Donc effectivement, en tout cas à moyen terme, tant que la fédération ne me virera pas ou ne me dira pas c'est terminé, il y a de grandes chances que vous me voyez encore sur le banc congolais. Et est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il y a une philosophie de jeu que tu apprécies particulièrement ou tu fais surtout en fonction des joueurs? Qu'est-ce que tu apprécies? Il y a 2 façons de faire. Il y a la façon où on vous donne, début de saison, vous arrivez, voilà, tu attends, tu as carte libre, carte blanche plutôt, tu fais ce que tu veux. Alors effectivement, tu peux choisir tes profils. Donc si tu choisis tes profils, tu peux tendre vers ton projet de jeu à toi. Tu vois. Si toi, tu as un projet de jeu particulier, précis, avec des profils de joueurs à chaque poste et que tu as le temps d'aller chercher ces profils, alors oui, moi je vais opter pour un jeu de possession, d'accord, un jeu de manipulation où au milieu de terrain, dans ce deuxième tiers de terrain, on puisse conserver, fixer pour que l'adversaire se regroupe et ensuite on passe par les côtés. On passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'adversaire va anticiper un peu plus, on passe frontal. C'est de la manipulation le football. Donc c'est vraiment jouer sur des aspects qui vont déséquilibrer l'adversaire par rapport à ce que toi tu proposes. Ne pas s'adapter à l'adversaire. Parce que moi, j'estime que dans mon projet de jeu, quand on fait un match de football, on ne joue pas contre un adversaire, mais on joue avec ses partenaires. Quand on rentre comme ça, quand on rentre avec cette mentalité, on part déjà du postulat qu'on va avoir le ballon et qu'on va dominer le match. Et ensuite, le jeu, c'est un jeu de transition, le football. Transition. À la perte de balle, le temps que tu vas mettre pour récupérer, t'organiser, réorganiser les lignes et t'organiser pour récupérer le ballon, et le temps que tu mettras à la récupération du ballon pour aller attaquer et entamer un nouveau temps de manipulation. C'est tout ça. Moi, c'est vraiment un jeu interactif où l'intelligence de jeu prédomine. J'ai en tête
un résumé d'un entraîneur, Reynaldo Nuez, lorsqu'il passe son UEFA Pro. Il faut savoir que quand on passe l'UEFA Pro, il faut aller faire des stages dans des clubs avec des entraîneurs qui ont déjà l'UEFA Pro. Donc lui, il va en Espagne. C'est Lilian Gatoun de Canal qui me raconte cette histoire parce que c'était lui qui faisait la traduction en espagnol. Donc, il parle avec l'entraîneur et l'entraîneur lui dit. Donc, sur les aspects de la performance, on peut dire qu'il y a 4 aspects. L'aspect technique, tactique, athlétique, mental. D'accord? Le mental prédomine, hein, 80% de la performance. Donc, le coach de Noël lui demande, mais dites-moi un peu, coach, quand vous voulez un joueur, vous vous basez sur quoi? L'entraîneur lui dit, quand je parle à un recruteur et je lui demande de me ramener un joueur sur le profil, je lui demande une seule qualité. L'intelligence de jeu. Donc quelque chose qui n'est même pas palpable, quelque chose où l'éducateur pourra difficilement interférer. Pourquoi? Parce que si tu ramènes un joueur intelligent, la technique, tu peux lui faire travailler. La tactique, tu peux lui faire travailler. L'athlétique, tu peux lui faire travailler, le physique. Mais la tête, le mental, l'intelligence de jeu, c'est très difficile. C'est là où il aura le plus de difficultés à interagir. Donc, si on crée des joueurs intelligents, forcément, on aura des phases de jeu qui seront intelligentes. C'est ce qu'on a essayé de faire en 23. Notre préoccupation, c'était avoir des joueurs qui comprennent le jeu, avant tout. Avant de savoir courir vite, avant de savoir se positionner, de faire des crochets, comprenez le jeu. Vous devez identifier les 5 premières minutes, scanner. Par où on va passer? J'ai le ballon, le but il est là. Par où je passe pour arriver au but? Mais ce n'est pas le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus efficace. S'il faut passer par une passe ici pour qu'ensuite elle revienne parce qu'il y a eu un décalage, on y va ensuite. C'est vraiment être précis et tous les entraînements qu'on faisait, c'était justement pour ramener les joueurs à réfléchir dans la réflexion. Savoir à quel moment ils doivent faire quoi, ils doivent avoir quel comportement et ainsi de suite. Donc, je pense que les 23 ont joué, ont appris très rapidement parce qu'on est parti à l'essentiel dans le travail, dans l'entraînement. Donc désormais, dernière question. Qu'est-ce que cette expérience avec l'U23 t'apporte sur un plan humain et un plan professionnel? Ça m'apporte beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de diversité. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont au pays déjà, mais dans différentes régions. Ça déjà, c'est très différent. Il y a ceux qui sont en Europe, qui sont dans différents pays, donc différentes langues, différentes façons de faire, qui ne sont pas nés au même endroit. Donc effectivement, ça apporte beaucoup de diversité. Donc on en apprend beaucoup parce que on doit s'adapter. On ne peut pas proposer le même contenu à tous les profils. C'est pas possible. On doit s'adapter à chacun. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle à un joueur, on ne peut pas dire la même chose à l'autre. Parce qu'on sera dans un système d'égalité. Mais il ne faut pas être dans l'égalité, il faut être dans l'équité. L'équité, c'est faire en sorte que tout le monde soit au même niveau. Mais il y en a au départ qui sont là et d'autres qui sont là. Donc si vous proposez la même chose, ça va faire ça. Ça ne fera pas ça. L'idée, c'est qu'on puisse être dans l'équité. Donc, pour être dans l'équité, il faut travailler en amont au départ. Et c'est tout ce travail-là qui m'a apporté, qui m'a enrichi parce que je devais trouver des solutions à certaines problématiques. Et quand on travaille, on essaie de réfléchir et trouver des solutions à des problématiques dans le positif, effectivement, ça fait améliorer le joueur, le jeu, le groupe, tout le monde. Tout le monde gagne. Moi, j'ai appris énormément avec Christian Tsengui. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec franchement un très très bon entraîneur qui était aussi un tuteur, hein, parce qu'effectivement, c'est lui qui me met dans le bain, hein, qui me donne l'opportunité de travailler sur le terrain. Bien sûr, c'est la fédération qui valide, mais c'est lui qui m'a vraiment donné l'opportunité. Et effectivement, travailler aussi avec Guy Bouka, ça a été intéressant parce que lui, c'est un entraîneur local qui exerce aussi au niveau national en première division. Donc, avoir tout ça dans les échanges, quand on était là, on prenait le café, c'était intéressant parce qu'on apprend chacun des autres et donc on s'enrichit. Je pense qu'on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les jours. Le football, c'est... même si on joue 20 ans de football, vous pouvez faire 10 fois le même match contre le même adversaire, vous n'aurez jamais 2 fois la même situation. À partir du moment où un ballon est passé, c'est terminé. Vous pouvez avoir la même action, un jour il pleut, un jour il fait chaud. Un jour c'est un synthé, un jour c'est un herbe. Un jour le défenseur revient là, l'autre jour il revient ici. Vous n'aurez jamais 2 fois exactement la même situation. Ça veut dire que chaque ballon est précis. Il n'y en a qu'un seul pour 22. Donc quand vous avez tout ça, vous êtes très précis dans ce que vous faites, dans votre méthodologie, vous allez être précis aussi. Et forcément, dans la PEDA, ça va se ressentir.
Donc, Christopher, merci pour ta disponibilité. Est-ce Merci que à vous. tu aurais un message à adresser aux supporters congolais à l'aube de cette CAN? Le message que je pourrais apporter, c'est croyez en nous, soutenez-nous. Il faut savoir que le Congo, c'est quelque chose de très très grand. Il faut avoir cette responsabilité-là en tant que joueur, mais aussi en tant que supporter. Les supporters sont très importants. Il faut savoir que parfois, il y a des joueurs qui réagissent à des mauvais commentaires, ça les affecte. Ce n'est pas forcément ce qui va faire progresser le football congolais. Aujourd'hui, si les supporters sont pour l'évolution du Congo, du football congolais, elles doivent faire avec ceux qui sont en place, qu'elles ne le veuillent ou non. Parce qu'ils sont en place, c'est eux qui vont être exécutifs, c'est eux qui vont faire les choses. Donc il faut les soutenir, si on veut avancer, encore une fois. Si on ne veut pas avancer, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Mais les supporters ont une place très importante. Nous, on a besoin. Moi, j'ai joué avec les Léopards. J'ai toujours été émerveillé par l'effervescence des supporters. Mais il faut que ce soit toujours positif. Parce que dans le positif, je pense qu'on va vraiment dérouler le rouleau compresseur et on va vraiment faire valoir ce que le football congolais mérite aux yeux de tout le monde. Tu prends la tablette et puis tu appuies sur play. D'accord. Bah, vous me dites, hein. Ah ouais. Salut coach Christopher, j'espère que tu vas bien. Coach, j'avais une question pour toi concernant le développement du football dans notre pays qui te tient énormément à cœur parce que j'en ai à plusieurs reprises discuté avec toi. Et donc j'aimerais savoir un peu ton avis sur ce qui est fait ou pas d'ailleurs en matière de développement, de formation, d'accompagnement des jeunes dans notre pays. Ce serait intéressant d'avoir ton avis. Maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu es en train de passer tes diplômes, tu as déjà le premier degré. Tu as intégré le staff technique des U23, même si je ne sais pas si on peut toujours considérer les U23 qui est l'antichambre d'équipe A comme équipe de jeunes. Mais bon, voilà, ce serait intéressant d'avoir un peu ta vision là-dessus. Toi qui sors de la formation dite la meilleure du monde, la française, hein, ça c'est ce qui est dit. Donc voilà, savoir un peu où tu te situes par rapport à ça, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pas fait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui devrait être amélioré, voilà, pour essayer un peu de combler le gouffre qu'il y a entre la perception des gens, c'est-à-dire avec le potentiel que tout le monde nous envie et ce qui est réalisé sur le terrain. Donc voilà, les résultats quoi. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis. J'espère que tu vas être pertinent comme tu as l'habitude de l'être. Ou si tu l'es pas, j'espère que la personne qui te fera voir cette question te poussera à dire ce que tu penses vraiment. Donc voilà, bisous et bravo pour tout ce que tu fais. À bientôt. Ben, des solutions. Des solutions, effectivement, c'est une très très bonne question que m'a posée le vieux Hereta Ilunga, le vieux maréchal. Oui, ce serait bien. Il y a pas mal de choses que j'ai en tête. Notamment essayer déjà par région d'avoir des cellules de recrutement, entre guillemets, d'identification, organiser des matchs, des rencontres par région et ensuite créer une interligue. Donc à la fin de saison, peut-être en mai ou juin, entre les meilleurs, donc les 16 meilleurs du Bas-Congo, les 16 meilleurs à l'Est et les 16 meilleurs de par-ci ou par-là et faire vraiment un tournoi qui va durer 1 ou 2 journées et recruter les meilleurs, justement, voir les meilleurs pour avoir le meilleur talent, avoir une banque de joueurs déjà pour la première catégorie U15. Et ensuite, suivre cette génération, sachant que quasiment chaque année, on peut réitérer l'opération par tranche d'âge, justement, pour faire justement une belle fête au mois de juin. Et je pense qu'à mon avis, là, on aura déjà une belle palette de joueurs qui sont répartis un petit peu sur le territoire congolais. Donc, ce n'est pas évident à mettre en place. Mais c'est au départ, à mon avis, de la communication. Vraiment essayer de cibler ce principe avec tous ceux qui sont dans les régions. La direction technique est en train de travailler par rapport à ça, justement, d'avoir des gens sur place, sur chaque ligue, qui puissent déjà travailler sur la formation des cadres et la formation des jeunes. Donc si on arrive à voir ça et organiser
pas forcément des compétitions, parce que les compétitions, ça va être dur avec tous les week-ends, les avions, etc. C'est beaucoup d'argent. Mais déjà, chacun au niveau local puisse sortir une banque de 16 joueurs qui l'emmènerait dans une compétition qui va durer une journée, les interligues par exemple du Congo. Et ensuite, on va pouvoir piocher avec des observateurs sur les meilleurs éléments et ensuite proposer des joueurs. Et sur le développement général, si à moyen et long terme, après ça, nous puissions avoir des sponsors ou le soutien de la fédération, de la direction technique ou alors du ministère, avoir des moyens pour mettre en place des centres de formation d'athlètes de haut niveau et ensuite des compétitions au niveau local pour continuer dans cette vague et avoir une belle palette de joueurs qui puissent non seulement se former et aussi se mettre en exergue pour proposer leur service au Congo. Merci à toi. Merci beaucoup.